BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Gilles Montalesco, bonjour. Bonjour. Ravi d'avoir un cardiologue sur le plateau de Check-up Santé. Vous êtes un des cardiologues les plus connus en France pour vos recherches. Vous avez été chef de service chef du service de cardiologie de la Pitié-Salpêtrière, qui est un des hôpitaux, des services de cardiologie les plus performants en Europe. Classé deuxième au classement Newsweek derrière Berlin, à Charité, depuis plusieurs années. Oui, on peut dire ça. Je ne suis pas étonné. Et donc, vous venez de recevoir donc un prix, on va en parler, pour votre action. Donc, vous êtes cardiologue, évidemment. Vous êtes chercheur aussi dans le domaine de la cardiologie, en particulier de la thrombose. Et vous avez créé le groupe Action. Alors, donc, vous travaillez évidemment dans le domaine cardiovasculaire, la thrombose, donc les coronaires, l'infarctus. Donc, les maladies cardiovasculaires sont importantes en progression en France. Oui, et vous venez de parler des maladies rares. Nous, on a affaire à une maladie fréquente, peut-être la plus fréquente. Il y a plus de 3 millions de coronariens en France qui se promènent avec leur traitement. On voit des infarctus tous les jours. Il y a 100 000 infarctus par an en France. Oui. Il y a 50 000 arrêts cardiaques en dehors de l'hôpital, dont malheureusement le destin est compliqué parce qu'on sait que c'est les premières minutes qui sont importantes et l'éducation de la population n'est pas au niveau où on voudrait qu'elle soit, et donc il y a moins de 10% de... Et pourquoi elle n'est pas au niveau ? Parce qu'on n'est pas comme... C'est de notre faute ? On n'est pas comme les pays anglo-saxons ou nordiques avec un investissement auprès de celui qui s'effondre dans le métro et pour lequel il va falloir commencer immédiatement le massage cardiaque pendant qu'un autre va chercher le défibrillateur, et on donne une chance à celui qui vient de tomber de survivre. Et c'est ceux-là qui survivent. Les 7-8% qui survivent, c'est ceux qui ont eu les manœuvres de réanimation immédiate. Donc ça, c'est aussi un grand trou béant dans la prévention qui n'est pas très bien fait. Et puis derrière, il y a tous les gestes interventionnels qu'on connaît. Des centaines de milliers de stents posés tous les ans. Donc ces progrès donc dans le domaine du traitement cardiologique, est-ce que ça n'a pas parfois faire baisser faire prendre conscience, ne pas faire prendre conscience aux patients cardiaques qui ont été stentés, qui arrivent à l'hôpital et qui repartent 2 jours après avec un stent, etc. Est-ce qu'ils n'ont pas assez la notion de la sévérité de leur pathologie ? C'est possible. C'est pas à double tranchant, ces progrès. Oui, c'est le succès de la cardiologie. Il est thérapeutique. Le diagnostic est souvent facile. Le traitement a fait des progrès gigantesques et on remet les gens sur pied assez rapidement, alors qu'ils sont passés pas loin quand même du fossé. Bien sûr. Et derrière cela, ce qui devrait s'engager, c'est ce qu'on appelle la prévention secondaire pour éviter la récidive. Et là encore, on n'est pas très bon. Et puis, il y a tout le grand segment de la prévention primaire, c'est-à-dire d'éviter le premier événement. Bien sûr. Où là aussi, on a des difficultés à éduquer à la fois nos médecins et la population pour faire mieux. Et peut-être dire aussi qu'on ne répare que les rétrécissements qui sont très importants. Les autres, on ne les touche pas. Et on ne veut pas qu'ils redeviennent eux aussi... L'idée, c'est de limiter leur apparition et quand ils sont là, de limiter leur développement avec des mesures de prévention. Et on est quand même un des rares pays à avoir remis en cause très largement, par exemple, les statines, qui sont les médicaments de première intention pour la prévention cardiovasculaire. Et tout le monde a sa part de responsabilité, parce que ces médicaments sont diablement efficaces pour la prévention cardiovasculaire. La trahison, elle vient d'abord des médecins. Et c'est quand même des médecins, souvent pas des cardiologues, souvent des médecins qui ne voyaient plus de patients depuis longtemps, qui ont amorcé un discours anti-statine qui a été repris après par les médias. Et on connaît les conséquences. Il y a eu des encore des patients qui disent pas de statine avant de... Une augmentation des infarctus dans les mois qui ont suivi. Donc il faut quand même faire amende honorable sur ce qui s'est passé sur les statines, qui sont des médicaments qui ont toute leur place dans la prévention. Alors vous êtes donc grand prix quand même de la fondation Le Foulon de Lalande pour vos travaux scientifiques. On ne va pas parler des autres prix, vous en avez eu 250 000, dont l'année dernière, donc le Grand Prix de l'assistance de la PHP. Donc, pour quels travaux en particulier ? C'est sur la thrombose ? C'est beaucoup sur la thrombose. Donc la coagulation. Oui, tout ce qui amène à un caillot dans l'artère coronaire, par exemple. Et donc, il faut voir d'où on vient. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, on avait 2 médicaments. On avait l'aspirine, très ancien l'aspirine, et puis on avait l'héparine découverte par un étudiant en médecine, Maclean, en 1904. Et c'est tout ce qu'on avait.
Et Vous n'avez pas démarré votre carrière en 1904. Hein, non, ouais. un peu plus tard, mais c'est tout ce qu'on avait quand j'ai démarré moi. Et derrière, on a vu apparaître des médicaments de nouvelle génération luttant contre la thrombose, y compris des anticorps monoclonaux contre des récepteurs sur les plaquettes, des nouveaux anticoagulants. Et il faut quand même voir une chose, c'est que ces nouveaux médicaments contre la thrombose ont permis le développement incroyable de la cardiologie interventionnelle, qui sans doute ne se serait pas fait sans ces médicaments-là. Rappelons-nous quand même que le stent a failli mourir dès sa naissance parce qu'il thrombosait. Il thrombosait. On était rappelé pour un patient sur 4 ou 5 parce que le stent était bouché dans les heures qui suivaient. Et c'est des nouveaux médicaments, de nouvelles associations qui ont permis de prévenir ces thromboses de stent et de voir le développement qu'on a au jour d'aujourd'hui avec les stents coronaires et une association aspirine-clopidogrel qui est devenue extrêmement célèbre, extrêmement utilisée et qui, à mon époque, quand j'ai commencé, était une contre-indication absolue pour les patients. Donc, on a fait du progrès entre la contre-indication absolue et l'indication absolue. Ouais. Et on sait que vous êtes surtout chercheur maintenant, vos recherches donc, ont influencé certaines recommandations internationales. C'est le but. Quand on fait un essai clinique, le but, c'est de poser une question qui est importante pour les patients et pour les médecins, d'y répondre. Et quand on a la réponse, ces recommandations internationales, qu'elles soient nord-américaines ou européennes, les reprennent et changent ce qu'on appelle les guidelines, les recommandations qui sont données à tous les médecins sur cette terre pour soigner les patients dans cette situation. Et à plusieurs reprises, nos essais ont servi à cela. On n'a pas un problème en France avec la recherche clinique, avec les essais cliniques qui sont difficiles le problème, c'est toujours. Le problème, c'est d'abord le financement. Il faut arriver à motiver les gens pour financer ces grands essais cliniques qui coûtent cher. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec le réseau Action et le groupe Action qui finance ces essais. Et puis, derrière, il faut que tout le monde marche comme un seul homme. Et ce n'est pas seulement ceux qui financent, c'est pas seulement ceux qui assurent l'essai, c'est pas seulement les cardiologues qui travaillent en réseau, c'est aussi les patients. Il faut quand même se souvenir que... remercier les patients qui acceptent de participer. À un moment donné, et c'est ça, un patient qui fait un infarctus du myocarde au moment d'une grande vulnérabilité, à qui il arrive plein de choses, puisque ce patient, il va voir en moyenne 7 médecins en quelques heures. Eh bien, il y en a un d'entre eux qui va venir, il va lui dire, on va vous soigner, on va vous faire ça, ça et ça, mais on vous propose aussi de participer à un essai clinique. Et il faut beaucoup d'altruisme de la part du patient pour dire, oui, j'y vais. Je vais aider les suivants, parce que c'est ça, l'essai clinique. Je vais aider les suivants. Je bénéficie aujourd'hui de ce que les autres ont fait avant moi, mais je vais aider les suivants en participant à cet essai clinique. Et d'autre part, c'est quand même un signe de haute compétence de l'équipe qui fait de la recherche clinique, dire, je vais au-delà du soin. Et ils sont en bonne main quand on propose un essai clinique. Et puis rappelons-nous que c'est pour les patients une garantie d'avoir le meilleur traitement. Évidemment. Quand on est dans un essai clinique, les dossiers sont contrôlés, les moniteurs viennent, on assure le meilleur traitement aux patients. Il n'y a aucun délai dans les consultations, dans les examens, par les temps qui courent avec une pénurie de médecins et des déserts médicaux, c'est quand même rassurant. Et justement, pour finir en 10 secondes, la place de l'intelligence artificielle ? Elle arrive et on s'en sert. Elle n'est pas encore pluguée, si je puis dire, dans nos outils, mais ça va venir. Mais jamais on pourra soigner un patient avec l'intelligence artificielle seule. Parce que, d'abord, l'intelligence artificielle, c'est l'antithèse de la recherche clinique. L'intelligence artificielle, elle regarde derrière. Avec la recherche clinique, on regarde devant. Et donc, il faut sans doute avoir les deux pour avancer. Merci beaucoup, Gilles Monteletto. Merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez dans l'émission. BFM Business, check-up santé, au cœur de l'innovation santé.